Madame, Monsieur, bonsoir. Guerre à Gaza et législative anticipée au Royaume-Uni. Au menu de questions d'actu ce soir. Depuis une semaine, les bombardements israéliens pilonnent le quartier de Shujaya dans la ville de Gaza, alors que la branche armée du Hamas mène des combats acharnés contre les soldats israéliens à Rafah. Une attaque aérienne israélienne a tué 12 Palestiniens, dont 9 membres d'une seule et même famille, dans ce qui était censé être une zone de sécurité. Les victimes ont pourtant suivi les ordres d'évacuation d'Israël de quitter l'est de Khan Younes. 250 000 personnes, selon l'ONU, sont visées par le même ordre d'évacuation qui a été, rappelons-le, émis lundi après des tirs de roquettes vers Israël. Et pourtant, il y a un peu plus d'une semaine seulement, le Premier ministre israélien avait annoncé que la fin de la phase intense de la guerre était proche. Mais voilà, ni la pression interne ni la mobilisation de l'opinion publique internationale ne font fléchir Bibi de son objectif de détruire le Hamas, de ce qu'il dit. Analyse de la situation sur le terrain politique en Israël et sur le terrain humanitaire à Gaza, avec une population privée de tout, même du droit à la vie. Et ce sera donc en première partie de cet épisode. Ensuite, alors que les électeurs des autres pays occidentaux se tournent vers la droite, les électeurs britanniques devraient élire un parti de centre-gauche. Car l'histoire avec un grand H et les sondages suggèrent que le leader travailliste Keir Starmer pourrait établir un nouveau record demain, donc, le 4 juillet. Les élections au Royaume-Uni ont un vocabulaire distinct qui s'inspire des traditions de la démocratie parlementaire, mais aussi des slogans et des idées politiques modernes. Examen approfondi des enjeux et des scénarios de ce scrutin qui risque d'évincer le Premier ministre britannique en poste, Rishi Sunak. Ce sera avec nos experts. D'abord sur le plateau ce soir, l'expert en relations internationales, Hafed Boutaleb. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Avec nous depuis Casablanca, le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales, Ali El-Harichi, bien sûr à l'Université Moudiapolis. Ali El-Harichi, bonsoir et bienvenue à vous également. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir Madame Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Et je renouvelle mes remerciements aussi au professeur Dr Mohamed Badine Liatioui du Collège de défense à Abu Dhabi. Je remercie de se joindre à nous. Merci et bonsoir à vous également, cher professeur Liatioui. Bonsoir Khadija et merci pour cette invitation. Bonsoir à tout le monde. Donc nous allons ouvrir le débat avec la guerre à Gaza. Rien ne laisse présager, docteur Liatioui, la trêve, l'arrêt des hostilités? Non, a priori non. On voit que Benjamin Netanyahou continue sur sa lancée, qui est en fait une espèce de conflit sans fin pour se maintenir au pouvoir et jouant sur le fait que l'élection présidentielle américaine au mois de novembre lui donne une sorte de carte blanche. On voit que Joe Biden, depuis de nombreux mois, a essayé de calmer les ardeurs de Benjamin Netanyahou sans réel succès. Et il voit aussi qu'un probable retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait lui être, on va dire, positif pour lui et voilà, quelque chose d'intéressant, puisque la relation entre les deux, même si sur la fin elle s'était tendue en 2020, était quand même bien meilleure que celle avec Biden. Et on voit que sur le terrain, si les bombardements continuent, l'atteinte au droit international humanitaire se poursuit, on voit qu'il y a une absence de réaction, on va dire, coordonnée de la communauté internationale. On voit que les pays on va dire, d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord restent, on va dire, assez sourds aux différentes atteintes aux droits humains et avec un Sud global qui, lui, continue de soutenir la cause palestinienne, bien entendu, en indistinguant de celle du Hamas et notamment de sa branche armée. Donc on voit qu'on est dans une situation qui en fait perdure depuis de nombreux mois. Mais il n'y a pas réellement d'avancée. Benjamin Netanyahou joue sa survie politique, sa survie aussi judiciaire, puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses plaintes contre lui pour tout un tas d'affaires, à la fois de corruption et autres. Et on voit qu'en fait, on a 80% de la population gazaoui qui a été déplacée. On voit que la situation avec l'Égypte est de plus en plus tendue, alors que les Égyptiens ont été les premiers pays arabes à signer un traité
de paix et de reconnaissance de l'État israélien. Et puis on voit aussi que l'extrême droite israélienne, avec Smotrich et Ben Gvir, a de plus en plus d'influence. Notamment, ça a amené, vous vous souvenez, à la dissolution du cabinet de guerre il y a quelques semaines. Et on voit qu'en fait, on est dans une espèce de fuite en avant, sans véritable solution, sans véritable ligne directrice politique pour mener à des négociations ou à quoi que ce soit, puisque les médiations égyptiennes et qataries n'ont pas fonctionné pour le moment. Et on voit que les États-Unis, malgré leur volonté de pousser Netanyahou un peu plus de modération, se seront aussi fracassés sur une vision très, très, très réductrice, finalement, de ce qui se passe entre Israël et la Palestine depuis de nombreuses décennies. Mais c'est ce que Benjamin Netanyahou a décidé de faire et il semble s'entêter. Oui, mais bon, si rien ne laisse présager une trêve, un soupçon d'arrêt des massacres, les appels d'évacuation des populations à Gaza présagent pour leur part, selon vous, une autre opération d'envergure à El-Harishi, si on demande à 250 000 de personnes de se déplacer, de quitter l'endroit où ils se trouvent, ça veut dire que l'armée israélienne s'apprête encore une fois à lancer une opération de grande envergure, comme ce qui s'est passé à Rafah? Oui, tout à fait. À chaque fois qu'Israël demande, c'est-à-dire aux populations de se déplacer, on a vu malheureusement des catastrophes humanitaires, c'est-à-dire des opérations de grandes envergures. La question qui se pose aujourd'hui, où vont se déplacer encore cette population Justement, quand on parle palestinienne? ça allait être ma prochaine question, où vont aller ces gens? C'est un territoire de 41 kilomètres sur une quinzaine de kilomètres. Ils se sont déplacés du nord vers le sud. Oui. Maintenant qu'ils se sont déplacés vers le sud, ils sont encerclés au niveau de ce sud. Et on demande, comme vous avez bien dit, 250 000 de personnes de se déplacer encore. Mais où? Il n'y a pas d'issue. En fait, il n'y a pas d'issue, comme m'a dit mon collègue. Parfois, en attente de médiation, en attente d'intervention de la communauté internationale ou bien de médiation des pays voisins, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Égypte ou encore les États-Unis, puisqu'à un certain moment, le monde entier et la communauté internationale regardent ce drame humanitaire qui passe et qui se complique de jour en jour. Quand on parle de déplacement de population de 250 000 personnes, ça veut dire que c'est des personnes, ils vont se déplacer où d'abord? Même s'ils se déplacent, il y a beaucoup de risques. Il y a le risque d'abord, ils sont en perte de repères aujourd'hui. Il y a les risques de la famine. La famine, et je mesure mes mots parce qu'il y a des problèmes alimentaires. Il y a l'aide humanitaire. Elle arrive, mais très difficilement. Il y a les risques de la contagion, c'est-à-dire quand vous avez des personnes qui vivent dans une promiscuité et qui se déplacent et qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès au minimum, comme on voit dans les images, au minimum, c'est-à-dire de la vie digne d'une personne humaine, ces personnes-là sont exposées à tout. En dehors de l'opération de grandes envergures, des bombes qui pleuvent encore dans ce ciel tristement sombre de Gaza, il y a la famine, il y a les maladies, il y a la contagion, il y a des enfants qui sont, c'est-à-dire les maladies évitables sont là. Donc la question qui se pose, cette population n'a pas où se déplacer. C'est un territoire qui est fermé et cette population, il y a je dirais les frontières avec l'Égypte, mais l'Égypte ne veut pas ouvrir ses frontières parce que si elle ouvre ses frontières, c'était le début, c'est ce qui était plus ou moins exigé, c'est-à-dire que cette population se déplace vers le Sinaï, mais c'est une autre problématique qu'on peut ouvrir encore. Donc cette population-là, en fait, sincèrement, à la vue de tout ce qui se passe, parce que quand on voit la demande du Premier ministre d'Israël, c'est-à-dire bien sûr récupérer les otages, on comprend, et on comprend aussi par rapport au Hamas, mais Hamas seront encore là.
qu'ils portent le nom de Hamas ou un autre nom, ils seront toujours là. Ces enfants-là, qui grandiront demain, seront d'autres Hamas ou d'autres mouvements, c'est-à-dire qui vont porter d'autres noms. Mais aujourd'hui, c'est un problème parce qu'il y a déjà plus de presque 38 000 morts Oui. en 9 mois. Il y a déjà des risques de contagion de maladies qui vont donner des morts. D'autant plus que les hôpitaux, on a le tiers, des hôpitaux, enfin 16 peut-être sur 36 qui sont toujours opérationnels. Et vraiment, je mets opérationnels entre guillemets parce qu'ils ne sont pas entièrement opérationnels. On a cet ordre d'évacuation qui ne concerne pas que les populations, principalement civiles, mais qui concerne aussi des patients d'hôpitaux, dont l'hôpital européen. Donc, patients et médecins ont fui. Est-ce que vous pensez que ce sera le prochain hôpital Al-Shifa, comme ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa, dont le patron d'ailleurs a été relâché aujourd'hui, depuis qu'il a été arrêté en octobre par les forces israéliennes? Est-ce que la prochaine cible serait cet hôpital européen, selon vous? Et du coup, les patients en fait quoi? Tout est possible, mais tristement, avec le cœur qu'on le dit, qu'on analyse ce drame. On est dans un drame humanitaire, on est devant un drame humanitaire où la communauté internationale, je dirais, muette, même avec toutes les condamnations, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou par rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, cela n'a pas arrêté cette guerre. Et cette guerre, nous avons beaucoup plus une armée face à des civils. Certes, il y a Hamas, mais il y a des civils qui n'ont pas où aller. En plus, quand on parle d'hôpital, déjà ce qui s'est passé avec Shifa, ça s'est passé et malheureusement, on a vu les conséquences. Maintenant, si encore cet hôpital européen, puisque les médecins et les patients sont en train de fuir, et la même chose se répète, sincèrement, je dirais qu'on n'a pas de réponse. La seule réponse, c'est à un certain moment, on regarde les images avec beaucoup de tristesse, et on espère que peut-être il va y avoir un éveil des consciences au niveau de la communauté internationale, au niveau je dirais, des puissances pour arrêter ce massacre, pour arrêter ce qui se passe. Ce n'est pas normal que 2 millions de personnes soient en fait sous des bombardements ou sous cette manière, c'est-à-dire d'enfermement. Déjà, la bande de Gaza, elle est enfermée. Alors encore aujourd'hui, avec des bombes, comme je dis, qui pleuvent, qui tombent du ciel, dans cette année qui est tristement sombre pour les Palestiniens et pour la communauté internationale. Parce que le rôle de la communauté internationale et des institutions internationales, c'est d'instaurer la paix et la sécurité de par le monde. Et là, nous voyons dans le meilleur des mondes. Instaurer la paix et la sécurité dans le monde, on l'a vu. C'est pas vraiment le rôle de la communauté internationale. Après, ça dépend de ses intérêts aussi. Malheureusement. Oui. Ce qui m'interpelle aussi, pourquoi encore une fois Rafah? Mohamed Badiliati, oui. Pourquoi de nouveau Rafah? Rafah, d'un point de vue stratégique et symbolique, c'est important pour les Israéliens. Il y a un ensemble d'infrastructures qui étaient concentrées là-bas et une volonté aussi pour l'après, d'un point de vue militaire israélien, d'avoir un contrôle stratégique de Rafah et notamment du port. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, il y a une espèce d'acharnement sur la population civile palestinienne qui perdure depuis de nombreux mois. Et on voit que d'un point de vue militaire israélien, il y a aussi la volonté de contrôler l'ensemble de la bande de Gaza, du nord au sud, et il y a aussi la volonté d'empêcher justement la brigade militaire du Hamas de reprendre, si vous voulez, une quelconque influence là-bas. Est-ce que ce sont les tirs de missiles qui ont fait un peu envenimer les choses et qui font réagir Israël de cette façon-là? Parce qu'il y a eu des tirs et puis juste après des bombardements sur Khan Younes et Rafah, des bombardements quand même très intenses et qui se sont intensifiés après justement les roquettes, le lancement de ces roquettes vers Israël. J'ai envie de vous dire oui, et en même temps, même si ce n'avait pas eu lieu, à un moment donné, on aurait quand même eu ce genre
comment on va dire, de dépassement et d'exagération de la part du gouvernement israélien, puisqu'on voit désormais qu'en fait, je parlais tout à l'heure de fuite en avant, en fait, il n'y a pas de projet ou de programme de négociation politique ou de solution politique à la question palestinienne d'un point de vue gouvernement Netanyahou. Pour Netanyahou, un conflit sans fin, ce qui est quelque chose d'impensable, en fait, d'inimaginable d'un point de vue pratique, mais lui, c'est ce qu'il souhaiterait pour sa survie politique et aussi d'un point de vue idéologique. Il est poussé par l'extrême droite avec Ben Gvir et Smotrich que j'évoquais, c'est-à-dire le conflit permanent, l'incapacité pour les Palestiniens de vivre correctement, je n'utiliserai même pas le terme dignement, mais juste de vivre correctement, et en fait les pousser avec le temps, à vraiment s'en aller. Tout à l'heure, vous demandiez à mon collègue où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là, mais en fait, l'idée, c'est de les forcer à aller le plus au sud possible, afin de faire une espèce de pression sur l'Égypte qui serait obligée, au bout de quelques mois ou quelques années, à les accepter. Ce que le maréchal Sissi a toujours refusé, parce qu'il sait aussi qu'à la fois, il y a la question palestinienne, et à la fois, il a des problèmes, on va dire, intérieurs très forts d'un point de vue économique et social, et ça pourrait aggraver les choses de recevoir un afflux comme ça d'1 million de personnes, par exemple. Donc, oui, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les radicaux qui appellent à ce que cette population gazaoui soit évacuée de la bande, mais on le voit, une grande partie de l'opinion publique israélienne partage cet avis. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cela donne une certaine aussi légitimité à l'action du gouvernement et jusqu'à quel point ils peuvent mettre pression avec cette légitimité-là sur les autorités égyptiennes, probablement? Alors, il y a une droitisation de la société israélienne depuis le 7 octobre, ça c'est certain. On voit que différentes tendances, comme vous l'avez dit, religieuses, non religieuses, de la société israélienne poussent à ce que Gazaouis, finalement, quittent la bande de Gaza. D'ailleurs, il faut toujours préciser une chose, c'est qu'avant le 7 octobre, les 3/4 des gens qui habitaient à Gaza, qu'on a toujours tendance à appeler les Gazaouis, historiquement ne venaient pas de la bande de Gaza. Ils venaient des territoires qui aujourd'hui sont israéliens, mais des villages issus de la Nakba. Donc vous voyez qu'en fait, ils sont les descendants, les enfants, les petits-enfants des gens qui ont fui vers Gaza et à qui aujourd'hui on demande de fuir vers l'Égypte. Donc vous voyez, il y a une espèce d'histoire comme ça continue. Maintenant, l'Égypte, au bout d'un moment, va finir par recevoir un certain nombre de pressions de la fameuse communauté internationale, qui n'existe pas, mais qui met beaucoup de pression. Donc, vous voyez, c'est un paradoxe, pour leur dire, mais vous savez, ils sont à vos frontières, c'est une question humanitaire, les Israéliens n'en veulent plus, vous êtes bien obligés de les prendre. Et la question, c'est pour Sissi, comment faire pour, d'un point de vue, on va dire déjà de politique intérieure, faire avaler ça à la population égyptienne, qui est pro-palestinien dans sa grande majorité, qui a des problèmes économiques et sociaux très, très importants. Il y a une vraie crise à la fois monétaire et économique et sociale en Égypte ces derniers mois. Donc, on voit qu'en fait, on est face à une situation complètement bloquée, avec, par exemple, aussi des pays du Golfe qui disent non, on est prêt à aller à Gaza et à reconstruire. Et d'ailleurs, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui serait peut-être même prêt à aller jusqu'à une reconnaissance israélienne, à la condition qu'il y ait un État palestinien. Mais l'État palestinien, tout le monde est d'accord, d'ailleurs c'est la position officielle du Royaume du Maroc, c'est un État palestinien, la Cisjordanie, Gaza, dans les frontières de 67, et Jérusalem-Est pour capitale. Donc c'est quelque chose qui est très clair et qui est assumé, accepté par un certain nombre d'acteurs internationaux, dont la grande majorité des pays arabes. Mais là, on est face à une situation qui est complètement bloquée, avec aucune fenêtre, si vous voulez, de négociation. Et c'est quelque part, c'est volontaire de la part de Netanyahou et de ses alliés. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pousser à bout, et puisque le seul pays qui puisse réellement faire pression, qui peut réellement faire pression sur le gouvernement israélien, c'est le gouvernement américain, puisque c'est lui qui lui fournit un certain nombre d'armes, soutien diplomatique, etc., l'usage du veto au Conseil de sécurité. Et vu que ce n'est pas fait, à part à quelques moments où Biden a essayé, en fait, Netanyahou a l'impression d'être tout puissant. Alors intouchable. En fait, il est très fragile. Oui, ouais. Il se sent intouchable, mais en fait, parce qu'il est très fragile et parce qu'il est menacé personnellement, il veut que ça continue et que ça ne s'arrête jamais. Oui, bon. Ça ne s'arrête jamais, mais en tout cas, ça s'inquiète vraiment parce qu'il a au moins jusqu'à novembre, avec tout ce que cela implique comme massacre d'une population
meurtries. Vous l'avez dit tout à l'heure, 38 000 victimes. Et le double en victimes, bien sûr, décédées, le double en blessés. La majorité sont des enfants, des femmes. Bref, autant dire que vraiment c'est une tragédie à ciel ouvert et aux yeux de toute la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, c'est opinion publique, mais c'est aussi classe politique. Gaza a eu certainement un impact, cette guerre de Gaza a eu un impact, et là c'est inédit, sur les élections aux États-Unis. Hafez Boutaleb, on l'a vu pendant les primaires, Biden a été sanctionné dans certains États à cause de sa position sur la guerre de Gaza. Et c'est vraiment inédit. Pour la première fois, ce qui se passe au Proche-Orient impacte l'Occident et la première démocratie du monde, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que, déjà peut-être une information complémentaire sur ce qu'on vient de dire, et comment cette guerre à Gaza aurait peut-être des incidences sur l'exercice démocratique dans des pays occidentaux? Alors déjà, c'est vrai que Biden s'est retrouvé dans la charnière un peu. À sa gauche, on le critique parce qu'il n'est pas suffisamment dur avec le gouvernement israélien, et à sa droite, on le critique, comme on a vu pendant le débat. Donald Trump l'a même qualifié de palestinien. Il a dit, c'est en plus un mauvais palestinien. Weak palestinien. Un faible palestinien. Faible. Exactement. Et donc, il est pris à partie de part et d'autre. Et c'est très difficile, sa position, puisque soit on le perçoit comme étant trop laxiste, soit on le perçoit comme étant pas assez sévère. Donc, et finalement, oui, il y a un impact. L'impact, il est au niveau de l'extrême droite et de l'extrême gauche, de l'électorat qui vote plutôt extrême droite ou plutôt extrême gauche. Et c'est un électorat qui compte dans une campagne électorale, puisque les deux représenteraient, ça dépend des pays, mais plutôt entre 20 à 30% de chaque électorat dans le monde. Si on a donc, s'il y a 20 à 30% des électorats qui considèrent que ce sujet est important, eh bien, il y aura effectivement un impact sur les résultats. Au Royaume-Uni? Oui, au Royaume-Uni. C'est notre sujet, comme ça, non, ça nous fait bien la transition sûr. vers notre deuxième sujet. Mais on a vu. Quel est le poids aujourd'hui de Gaza sur le scrutin qui doit se tenir donc demain, scrutin anticipé des législatives au Royaume-Uni? Oui, il y est, mais beaucoup moins au Royaume-Uni. Il y est, oui, parce qu'il y a eu ce mouvement dans les universités, parce qu'il y a eu ces polémiques. Dans la rue, on l'a vu, des dizaines de milliers de personnes. Voilà, et il y a eu des polémiques au sein des partis avec des députés qui ont quitté le parti travailliste, puisqu'ils considéraient que la position de Keir Starmer n'était pas suffisamment dure vis-à-vis d'Israël, et qu'il fallait un plus grand soutien pour la cause palestinienne. Donc oui, mais pas tant que ça, puisque les questions au Royaume-Uni, c'est plus le pouvoir d'achat, l'état des services publics, et ainsi de suite. En revanche, en France, on a pu le voir, l'impact des attaques du 7 octobre a été considérable sur le premier tour des élections. Oui, sur la polarisation surtout de la société, parce que maintenant, soit on est antisémite. Et oui, c'est ça. On l'a bien vu avec Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et les filles aujourd'hui est sous le feu des critiques à cause de certaines de ses positions. Oui, pourtant, là où il y a du révisionnisme, c'est bel et bien dans l'extrême droite en France. On se souvient des déclarations de Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Bizarrement, on oublie facilement l'histoire, et oui, c'est ça. Mais maintenant on les voit moins antisémites. Au contraire, on voit plus l'extrême gauche ou la gauche radicale, ou LFI, c'est changement de nom comme pour le FN et RN, comme plus antisémite que le RN. Oui, et c'est terrible quand même, puisque le RN appelle à une solution à un État sans prendre en compte le droit des Palestiniens, le droit à avoir un État, le droit à pouvoir exister sur la scène internationale. Et ça, c'est terrible, hein, puisque c'est un net recul dans la résolution de ce conflit. On verra le 7 juillet, mais avant, on verra le 5 juillet, date donc normalement de l'annonce des résultats du scrutin législatif au Royaume-Uni, de l'autre côté demain de la soir, Manche. Le 4 juillet soir. Ou le 4 juillet au soir. Puisqu'on parle de pro-palestiniens, il y a George Galloway qui est un pro-palestinien qui a été récemment vainqueur à Rockdale. D'abord, pourquoi ce scrutin a-t-il été avancé par le Premier ministre?
J'allais dire sortant. Peut-être que c'était une mauvaise décision, puisque les sondages ne le donnaient pas vainqueur de toutes les manières. Les sondages donnaient les conservateurs en chute libre. Donc le calcul était simple. Le plus tôt il y aura une élection, le mieux le résultat sera pour les conservateurs. Or, le problème, c'est que ça a privé les conservateurs de 6 mois supplémentaires aux affaires. Et finalement, le résultat ne sera pas meilleur pour le parti de Rishi Sunak. Les projections lui donnent quand même 20 points d'écart par rapport aux travaillistes qui sont bien en avance. C'est plié quasiment. Hein. Quasiment plié, selon oui. les sondages. Mais au Royaume-Uni, ils ont une tradition, c'est que les alternances se font, mais après une longue période. C'est-à-dire donc, là, nous allons clôturer une ère de 14 ans, plus de 14 ans. Depuis David Cameron en 2010. 2010, et Gordon juste avant lui, oui. Des travaillistes. Donc, ça fait quand même 14 ans. Que les conservateurs, ou dit Tories, les Tories sont au pouvoir. À Westminster. Ouais. Avant, les travaillistes, c'était 13 ans. Qui ont succédé à 18 ans de pouvoir des conservateurs entre 79 et 97 à l'époque de Mme Thatcher. Donc, tout ça, donc finalement, c'est une fin de cycle à laquelle il fallait s'y attendre. Qui est anticipée, parce que normalement, on le rappelle, ce sont des élections qui ont été alors c'est une appelées par anticipation par le Premier ministre. Parce que les conservateurs avaient un certain nombre de réformes qu'ils voulaient faire. Ils ne pouvaient pas les mener dans cette situation de faiblesse. Ils ont espéré qu'un scrutin en été allait peut-être améliorer leurs chances. Peut-être qu'ils se disaient que s'ils attendaient jusqu'en janvier, c'était sûr qu'ils n'allaient pas rempiler. Mais finalement, c'est un mauvais calcul, puisqu'ils ont juste réduit de 6 mois leur mandat. Ils auraient pu rester jusqu'en janvier. Et clairement, là-dessus, les Britanniques souhaitent un changement. 14 ans, c'est long. 14 ans et qui n'ont pas été des moindres. Parce que là, il y a eu David Cameron juste après la crise des subprimes en 2008. Il y a eu 5 premiers ministres. De 2008. Il y a eu le Brexit. Il y a eu la Covid-19. Ça vous fait sourire, Mohamed Badiliati, oui. Le Brexit, Covid, Boris Johnson démite ses fonctions à cause de certains scandales, dont le fait de faire une fête, d'organiser une fête pendant exactement le Partygate. Liz Truss qui a tenu moins de 50 jours. Il faut dire que vraiment, ces mandats des conservateurs ont été entachés par différents scandales et par quand même une étape. Et ils ont quand même tenu. Pourquoi maintenant on les critique, on dit que les conservateurs ont brisé la Grande-Bretagne. Mohamed Badiliati, oui. Je souriais et ça me permet aussi de répondre à votre question. C'est qu'en fait, les conservateurs, après 14 ans, ont mis le Royaume-Uni dans son ensemble, pas uniquement l'Angleterre, mais le Royaume-Uni, dans une situation économique et sociale désastreuse. C'est un pays qui a subi l'inflation bien plus que les pays de l'Union européenne après le Brexit. C'est un pays qui souffre de sous-investissement dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des infrastructures, notamment ferroviaires. Et en fait, toute l'idéologie qui a été portée par Cameron et tous ceux dont vous avez parlé après, a finalement mené le pays dans une situation catastrophique. Et c'est pour ça que, en fait, le New Labour, les travaillistes, vont certainement gagner avec une victoire historique qui risque d'être, selon certaines projections, avec un nombre de parlementaires, de députés encore plus important à la Chambre des communes que Tony Blair en 1997, qui était déjà une victoire historique après les 18 ans que Séraphin a très bien expliqué, de Thatcherisme et de John Major. Et en fait, ce qui me faisait sourire, c'est... Donc on doit s'attendre à un gouvernement majoritaire, parce que c'est un peu comme ça. Oui. Dans la Chambre des communes... L'avantage du système britannique, c'est que vous avez un scrutin nominal à un tour et que vous avez un bipartisme très fort, vous avez les conservateurs, donc les Tories, et vous avez le New Labour, les travaillistes. Alors, de temps en temps, là, on risque d'avoir le parti de Nigel Farage, les populistes, qui vont certainement se faire la malle et qui vont piquer des circonscriptions aux conservateurs. Mais à une époque, vous vous souvenez, on avait les libéraux démocrates qui étaient un peu de mode et qui ont disparu. Mais la grande tendance du parlementarisme britannique depuis plus d'un siècle maintenant, ou un siècle et demi, c'est le côté bipartisan. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les travaillistes, depuis qu'ils ont viré Corbyn il y a quelques années et depuis que Starmer a pris la relève, on voit qu'en fait, c'est plus du tout le parti très à gauche que Corbyn voulait
voulait incarner, mais on a un parti qui est beaucoup plus de centre-gauche. Sur la question des déficits et de la dette publique, il n'y aura pas de grande révolution. Il va serrer les boulons, même s'il va essayer d'investir un peu. Donc c'est là qu'on va voir comment il va se débrouiller. Mais sur les questions sécuritaires et d'immigration, il y a des positions qui sont assez fermes. Il ne faut pas non plus penser que ce sont des gauchistes qui arrivent au pouvoir. L'énorme avantage, si on renvoie ça par rapport à la discussion que vous aviez avant avec Séraphin sur les partis français, c'est que là, vu qu'on a deux gros partis, en fait, il y a tout dedans. Ça va du centre-gauche aux gauchistes, et puis quand vous prenez conservateur, ça va du centre-droit jusqu'à une forme, on va dire, d'extrême droite. En France, ça a complètement éclaté, et on voit maintenant qu'il y a trois blocs. Et avec le RN qui va gagner les élections. Reste à savoir si ça sera une majorité absolue ou relative. Mais ça me faisait sourire pendant que vous parliez, parce que je pensais à quelque chose. Je me disais qu'en fait, en 79, les Britanniques ont choisi le thatchérisme et la dérégulation. Les Français, en 81, pas longtemps après, ont fait rentrer François Mitterrand à l'Élysée avec 4 ministres communistes, donc le contraire. En 2016, il y a eu le Brexit. Et les Français, un an après, en 2017, ont élu le président le plus pro-européen depuis Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron. Et puis là, à quelques jours d'intervalle, à 4 jours d'intervalle, on va avoir le centre-gauche de retour au Royaume-Uni après des années et l'extrême droite en France qui va diriger le gouvernement pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que les Français et les Britanniques ont toujours un véritable problème de compréhension et de dialogue. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, merci qu'il n'y a que la Manche qui les sépare, mais il n'y a pas que la Manche qui les sépare, justement. Mais en tout cas, ce qu'ils ont en commun, ces deux pays, c'est les enjeux des législatives. Immigration, bien évidemment, inflation. Et aussi, et c'est ce que reprochent finalement les travailleurs, ou plutôt les travaillistes aux conservateurs, c'est les coupes budgétaires qui ont affamé le National Health Service du pays et qui ont conduit à des effets vraiment tragiques sur les hôpitaux, avec des files d'attente, des interventions chirurgicales électives. Qui auraient cru entendre ça dans le UK. Ces enjeux-là, Ali El-Harichi, finalement, est-ce que vraiment on sent qu'il y a une différence entre les programmes des deux partis? Est-ce qu'il y a un parti qui se démarque réellement? Est-ce que finalement les travaillistes, au-delà du fait de reprocher des choses qui ont été mal faites par les conservateurs, ils se démarquent par des alternatives à ces mots MAUX, peut-être pas l'immigration, mais aussi, pourquoi pas, l'inflation et les services publics? Je reprends la phrase dite tout à l'heure par Hafid Boutaleb. Les conservateurs sont arrivés à la fin du cycle. C'est un fin de cycle qui est tout à fait normal dans une dynamique de la vie politique. Et surtout qu'en Grande-Bretagne, spécialement en Angleterre, mais en Grande-Bretagne, il y a une forme de bipartisme qui est assez claire et un clivage. Seulement pour le clivage, et ça aussi je reprends ce qu'a dit mon collègue Yatiwi, vous avez une droite où il y a un peu jusqu'à l'extrême, enfin conservateur, et puis une gauche aujourd'hui. Quand on parle des travaillistes en Angleterre, ce sont des travaillistes, mais enfin au centre gauche, mais avec des pensées à droite, avec une idéologie surtout par rapport à Keir Starmer, c'est-à-dire il est beaucoup plus proche du centre que de la gauche. Donc, enfin, oui. Donc, quand on parle des programmes, par rapport d'abord à l'immigration et par rapport à, c'est-à-dire aux sujets sensibles ou aux variables sensibles, puisque vous avez parlé de la France, et il n'est pas si loin si vous voulez, des idées de la droite ou par rapport à la migration. D'autant plus, maintenant, il faut dire que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne a quitté après le Brexit et n'est pas liée par des accords européens, mais par rapport à la migration, on ne voit pas vraiment ce parti travailliste avec des idées d'ouverture, plus d'ouverture pour la migration, bien sûr, légale, licite et autres. Par rapport au problème, l'Angleterre passe par une crise socio-économique depuis
il y a eu d'abord le Brexit, l'impact était assez important sur l'économie britannique, et il y a eu aussi bien sûr la Covid, comme tous les pays du monde, et il y a l'inflation et il y a un déficit au niveau des services publics, alors que l'UK avant était un pays avec qui on donnait l'exemple, surtout pour ce qui est de la sécurité sociale, dans le NHS dont vous en avez parlé. Et maintenant, c'est des files d'attente de la population, enfin d'un grand nombre de la population, des citoyens face à ces hôpitaux pour pouvoir même pas de bénéficier peut-être d'un rendez-vous. Alors qu'avant, c'était un service très, très, on va dire, performant. Mais et même un c'est exemple. Que, bon, si le service est moins performant, c'est à cause de coupes budgétaires. Où est l'alternative chez le centre-gauche à cette problématique budgétaire qui finalement ne touche pas que le Royaume-Uni, qui touche aussi la France, qui touche aussi le monde entier à cause des impacts de l'inflation, des impacts aussi à moyen long terme des programmes d'aide post-Covid. Bref, est-ce qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a une alternative économique dans le programme, ou c'est juste vous maintenez votre réponse, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la fin d'un cycle et puis qu'il était temps de changer et de revirer à gauche? Oui, tout à fait. C'est une fin de cycle et c'est pas vraiment un revirement à gauche. Les travaillistes aujourd'hui, avec celui qui préside à leur destinée aujourd'hui, ne sont pas vraiment dans cette gauche travailliste de l'Angleterre d'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ces travaillistes sont beaucoup plus c'est-à-dire à côté de la droite, ou à proximité de la droite, où c'est-à-dire ils sont pas dans la parallèle, mais ils sont à côté dans la pensée, dans l'idéologie et même dans la portée des solutions. On voit pas réellement, quand on voit le programme, il n'y a pas beaucoup de solutions en dehors, bien sûr qu'il y aura par rapport aux impôts, par rapport au fisc, c'est-à-dire qu'il y aura une ferme de levée sur la fiscalité. C'est un peu ce qu'essaient certains pays aujourd'hui, parce que les produits de première consommation sont touchés. Donc, mais est-ce que ce sont des solutions réellement, je dirais pas concrètes, mais qui s'inscrivent dans la durée et dans le temps? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, cette fin de cycle fait avec un nombre, c'est-à-dire on parle de plus de 400 sièges sur les 660, c'est beaucoup. Ça n'est pas arrivé depuis, même quand l'écart était très grand, je pense au début du XXe siècle, ce n'était pas autant cet écart-là. Donc, est-ce que les Britanniques, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas, parce que tout à l'heure, j'ai entendu le nom de l'extrême droite, du populisme, qui pousse aussi au niveau de la Grande-Bretagne. Est-ce que finalement, Nigel Farage n'a pas été piégé? Entre autres, oui. Et effectivement, piégé dans le sens par rapport à sa pensée. Oui, pas à lui, par rapport à ce qu'il porte. On ne parle pas de la personne, évidemment. On parle du leader de l'extrême droite. Oui. Aujourd'hui, il ne peut pas se positionner avec le centre-gauche. Et les Britanniques veulent un changement. Donc, c'est normal qu'ils vont virer des conservateurs vers la gauche ou le centre-gauche. Mais ce centre-gauche qui n'est pas aussi gauche que ça. Enfin, aussi gauche dans le sens de la portée politique, de la portée, c'est-à-dire sociale, de la portée de la protection sociale, parce qu'on ne voit pas vraiment, sincèrement, j'essaie de relire le programme, de voir, je ne vois pas des propositions qui sont vraiment, qui ont des portées sociales et franches par rapport à la population britannique ou anglaise. Dans le programme des travaillistes, et c'est la fin d'un cycle. Et puis même par rapport aux élections qui ont été anticipées, il me semble que tellement le gouvernement conservateur n'avait pas de solution, vous l'avez bien dit, Khadija, qu'il a anticipé les élections parce que ça y est, il n'avait pas de réponse. Alors, et il était surtout très impopulaire. Ce Rishi Sunak. C'est ça, en fait, on a l'impression, même s'ils ne sont pas très d'accord, mais ce qui s'est passé en France et au Royaume-Uni,
à quelques détails près. Certes, c'est un président qui a appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, Rishi Sunak dissout kind of le Parlement, appelle à des élections anticipées. Donc les deux, un peu, sont tombés dans le même piège, Hafed Boutaleb, par manque de popularité. Oui, Ou par manque de calcul politique. Est-ce que finalement, ils n'ont pas ce point en commun aussi, c'est peut-être cette maturité politique? Oui. Alors, il y a un problème par rapport à la personne de Rishi Sunak, qui semble être, d'une certaine manière, hors sol par rapport aux réalités sociales de son pays. Il avait été interviewé récemment par rapport à s'il avait vécu des privations de son enfance. Il a dit qu'il n'avait pas accès au câble de télé, c'est-à-dire Sky News. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 4 millions d'enfants britanniques qui sont sous le seuil de pauvreté britannique, donc qui ne mangent pas nécessairement tous les jours, non, même des fois qui ne mangent pas tout court. Ah, du tout. Toute une journée, oui. 4 millions, on parle de 4 millions d'enfants au Royaume-Uni, quand on sait qu'il y a des problèmes au niveau de la NHS, on vient d'en parler, quand on sait qu'il y a aussi des problèmes d'insécurité dans certaines grandes villes comme Birmingham, comme certains quartiers de Londres, il y a de vrais problèmes sociaux après 14 ans. Il y a eu une légère dépréciation de la livre n'est plus aussi forte qu'elle l'était avant, mais ça c'est aussi dû au Brexit. Et Brexit est imputé à la décision de Cameron, puisque c'était lui qui avait décidé de faire ce référendum. De commencer, en tout cas. Il y a quand même une situation sociale difficile avec un Premier ministre qui, il faut le rappeler, a une épouse qui est millionnaire en pounds, en livres, donc qui appartient à une classe très aisée. Et il y a donc un désamour par rapport à la base et les leaders. Est-ce qu'il y a un désamour aussi par rapport à une certaine élite britannique qui a toujours été du côté bleu des partis politiques, nommément les conservateurs, qui se rallient finalement à ce centre-gauche, nommément le nord de la Grande-Bretagne. Cette population-là, de gens nantis finalement, qui ne sont plus très satisfaits du travail des conservateurs. Oui, et surtout, vraiment, le passage après Boris Johnson n'a pas été bien géré. On l'a vu avec Liz Truss, qui restait un mois, même pas 50 jours, et puis Rishi Sunak, même son attitude politique, il n'est pas convaincant même au Parlement, il n'est pas mobilisateur, il n'a pas des caractéristiques de leader lorsqu'il tient des discours. On a l'impression qu'il récite. Il y a très peu de sincérité qui transparaît de cette personne qui est Rishi Sunak. Donc, et il n'a pas convaincu au bout de 2 ans. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vrai qu'il y a 20% d'écart, mais en termes de sièges, l'écart en termes de sièges sera plus important. La victoire des travaillistes. Inédite, oui. Il y aura un véritable raz-de-marée pour la simple raison qu'il suffit d'arriver premier. Il ne suffit pas de remporter une majorité. Monsieur Etui, oui, il l'a rappelé, c'est un scrutin uninominal à un tour. Celui qui obtient la majorité, s'il obtient 25% et que tous les autres partis sont à 22, 20, 18, etc., eh bien, c'est celui qui a 25% qui va aller à Westminster. Donc, ce qui fait que, effectivement, comme il y a 20 points d'écart, les travaillistes ne sont crédités que de 38% dans les sondages. Mais avec 38%, ils peuvent crever le plafond, comme on dit. Ils obtiendront. Ce ne sera pas un gouvernement minoritaire qui, généralement, ne dure pas. La majorité absolue pour les travaillistes. Mais ça va être un gouvernement largement majoritaire. Ah oui, même avec que 38%. Qu'est-ce que cela va changer? On a commencé par cette question. Il nous reste 3 minutes, un tour de table, 1 minute chacun. Qu'est-ce que cela risque de changer dans la politique étrangère? Ou est-ce que cela pourrait avoir des incidences sur la politique étrangère britannique? Mohamed Badiliati, oui, et je conclurai par vous, Hafed Boutaleb. Ça pourrait avoir un impact sur une victoire des travaillistes qui se profile, en particulier dans ses relations avec l'Union européenne. On a vu que le Brexit et la phase post-Brexit, justement, de négociation de sortie, avait été très compliqué avec Boris Johnson et avec Liz Truss pour le peu de temps qu'elle a passé au 10 Downing Street. Et là, ça pourrait changer et peut-être qu'il y aura beaucoup plus, on va dire, de facilité pour essayer de recréer de la confiance et aussi des mécanismes de coopération différents. Pour le Maroc, la chose qui est positive, c'est que Corbyn ne soit plus le patron du New Labour, des travaillistes. Parce qu'on sait que Corbyn avait des positions assez ouvertement anti-marocaines. Donc la bonne nouvelle, c'est que Starmer l'a mis dehors il y a quelques années. Et ça, c'est quelque chose de très positif, notamment, et surtout par rapport à la cause sacrée du Sahara. Merci Mohamed Badiliati. Oui, Ali El-Harachi, même question. Oui, par rapport à la politique extérieure britannique,
Je rejoins ce qu'a dit mon collègue. Par rapport au Maroc, c'est vrai, la position des travaillistes maintenant, avec à leur tête donc Keir Starmer, qui est plus, je dirais, du centre-gauche, mais un peu plus à droite, ne sera pas comme celle qui a été auparavant par son prédécesseur. Par rapport à la relation avec les États-Unis, elle va rester toujours la même. Il s'inscrit, c'est une relation, une relation qui dure et qui s'inscrit dans la durée, la pérennité, quel que soit le gouvernement qui siège au niveau de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre. Et par rapport à l'Europe, je pense qu'il y aura peut-être une forme de reconstruction, de nouveaux ponts avec l'Europe, parce que après le Brexit, la Grande-Bretagne a beaucoup souffert et souffre encore. Peut-être pas un retour à l'UE, mais d'autres mécanismes, comme cela a été dit, pour avoir d'autres accords qui avantageraient ou qui donneraient plus de dynamisme dans l'économie britannique. Merci. Dernier mot, Hafid Boutaleb. Oui, alors c'est vrai, Keir Starmer est plus pragmatique, donc on n'a plutôt rien à craindre de la part des travaillistes à Londres, une fois qu'ils reviendront aux affaires. On a pu voir un peu la teneur de leur relation avec le Maroc déjà sous les mandats de Tony Blair. Par rapport à l'Ukraine, ça va continuer de la même manière. Peut-être au Moyen-Orient, alors le Parti travailliste insiste sur le droit des Palestiniens à avoir un État, donc il va défendre l'idée de la solution des deux États, et ça c'est positif pour la cause palestinienne. Par rapport aux États-Unis, alors le Parti travailliste, il faut le rappeler, ils sont certes de gauche, mais c'est de grands atlantistes. Ce sont des anglo-saxons, donc ils favoriseront toujours le camp américain par rapport à l'Europe. Cela étant dit, pour parler d'Europe, les relations très tendues qu'il y a entre les conservateurs et l'Europe cesseront, puisque les travaillistes promettent d'assouplir un petit peu. Ils ne veulent pas revenir sur le Brexit. Le Brexit, c'est acté, c'est fait, mais ils assoupliront les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe pour le bienfait de la population britannique. Et une fois les bureaux de vote fermés demain donc au Royaume-Uni, après dépouillement, les députés ayant obtenu le plus de voix dans chaque circonscription seront déclarés vainqueurs aux premières heures du 5 juillet, donc au lendemain de ce scrutin législatif anticipé au Royaume-Uni. Très enrichissant ce débat ce soir. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb. Merci d'y avoir participé. Et merci aussi à Mohamed Badili Atioui qui est avec nous depuis Tanger ce soir. Merci à vous également. Merci bien, merci, c'était un grand plaisir. Et mes remerciements au professeur El-Harichi. Merci, professeur. C'est moi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.